Bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau live, nouveaux objectifs, nouveau mindset. Deuxième live de l'année, on a fait un live la semaine dernière, le 4. On était plus sur des prévisions, de la macroéconomie. Aujourd'hui, on est le 11. On va continuer à peu près sur les cycles, la fondamentale et l'analyse technique. On va faire un peu des deux. Comme l'année dernière, des fois je ramène des intervenants, des personnes qui ont de l'expérience, des années d'expérience dans un domaine, dans une compétence, dans une narrative. Et aujourd'hui, je tenais à remercier Julien. Merci d'être présent pour vous raconter l'histoire. On se connaît que depuis quelques mois. On s'est rencontrés en physique et lui et moi, on a très bien une belle relation qu'on a nouée. Il est passionné de la crypto, comme moi. Il est passionné de ce qu'il fait. Il a du plaisir. Ça fait très plaisir. Et vraiment, les gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font avec le cœur, motivés, déterminés, c'est très important. Donc déjà, merci Julien d'avoir accepté ma proposition. Bah, Merci de rien. aussi d'être là pour nous partager ta vision, ta manière d'analyser. Et je te laisse te présenter et ensuite on va directement attaquer le programme. D'accord. Bon, bah, moi, c'est Julien ou Kuma sur les réseaux sociaux. Je suis investisseur crypto depuis début 2020. J'avais commencé à investir en mars, autour de février-avril 2020. Je sais qu'en mars, j'avais mis mes premières cartouches sur Ethereum. Et ça faisait déjà quelques mois, en fait, que je m'intéressais aux investissements. Et par le biais d'un investissement, j'ai découvert la crypto, parce qu'il fallait investir en crypto. Et ça m'a permis de démarrer comme ça. En fait, après des échecs, parce que certains de ces investissements étaient des scams, qui passaient du coup par la crypto pour payer le scam, etc. Bref, je vous passe les détails. Ça m'a fait une sacrée expérience aussi pour faire attention en fait aux différents scams et arnaques qu'il puisse y avoir. Mais bah, après, j'ai vu que la crypto elle-même, parce que j'avais quand même acheté des Ethereum que j'avais gardés, et que j'ai vu que bah, ça avait bien donné de ce côté-là. Ça m'avait même remboursé toutes mes pertes sur les scams. Donc à partir de là, à peu près vers fin 2020, mi-2021, j'ai décidé à me former moi-même en autodidacte sur les cryptos pour développer plus là-dessus et développer un capital me permettant un jour peut-être, qui sait, de devenir indépendant financièrement. J'espère que vous aussi, c'est un peu votre objectif et on va discuter ensemble. Voilà. Super, en tout cas, merci pour ta présentation. Avant de commencer aussi, j'avais peut-être des personnes qui connaissent pas trop ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est qu'un scam? Et peut-être par rapport on va en parler aussi, à 3 ans, 4 ans, où c'était une période où il y avait beaucoup d'arnaques, beaucoup de scams. Qu'est-ce que tu vois comme différence avec, on va dire, aujourd'hui dans le marché crypto par rapport aux scams, ce qui est vrai, ce qui est faux? Je dirais que ça a augmenté en fait. Le nombre de scams en crypto, Il y en a plus, c'est, hein. il y en a beaucoup plus qu'avant. Bien sûr, il y en a plein qui ont fondu en partant avec l'argent, donc ils n'existent plus, mais il y en a de nouveaux qui se sont créés derrière. Il y en a de plus en plus. Et maintenant, même, je dirais il y en a certains qui sont mieux faits euh, qu'avant. Donc, c'est encore des fois un peu plus difficile de les déceler. Mais généralement, ils se présentent comme une entreprise, etc. Ils vous proposent des rendements faramineux. Enfin, voilà. Mais t'as différents types de scams. Par exemple, ça peut être juste des gens qui créent une crypto qui sert à rien et qui vont essayer de lever des fonds de cette manière pour les récupérer derrière. Et hop, la crypto est cool, quoi. Mais il y a il y en a vraiment de plus en plus, quoi. Oui, on est sur un marché, pour vous donner un chiffre, hein, on était en 2021, tu me diras, hein, 2020, 2021, dans des milliers de projets de crypto, on va dire entre 5 000 et 10 000. Et actuellement, on est à des millions de crypto. On Ouais, est ouais. une Ce qui, vingtaine de ce qui a millions. énormément dilué le marché, d'ailleurs. Ah oui, et c'est comme si je vous dis, dans une famille, on est cinq.
et que à l'époque, on était cinq à l'époque et on mangeait normal et tout, et on passe de 10, 15, 20 personnes. Mais on a la même portion de nourriture. Vous comprenez que il y aura des problèmes de santé, pas mal de choses qui arrivent, et là, c'est pareil. On a la liquidité qui peut être pareille ou pas, qui est fait par rapport on en parlera dans le live. Mais quand vous avez plus de cryptos et qui sont plus valorisés à des millions, à des milliards, ah, forcément, les perfs peuvent être moins intéressantes que qu'il y a 3 ou 4 ans. Ouais, disons qu'avec la liquidité disponible à l'époque, on pouvait faire monter de manière volatile et brutale euh, énormément de crypto, quasi tout le marché. Alors que maintenant, en fait, quand il y a des montées, des grosses montées, c'est pas toutes les cryptos qui montent en même temps. Et ça a divisé la, la possibilité d'explosion des cryptos, même des bons projets, en fait. Tout à fait, c'est ça. Ok, bon, bah, on va commencer directement la première question. Bah, je te laisse commencer, après j'irai je donnerai mon avis. Est-ce qu'on est en boule ou en billard aujourd'hui? Alors, pour moi, il n'y a pas de réponse claire et nette en mode on est en bire ou on est encore en boule, parce que le marché, en fait, s'est vachement transformé sur ce dernier cycle, déjà par l'obtention de l'ETF Bitcoin. Mais il y a aussi Ethereum maintenant qui l'a, le Solana, l'XRP, et il y en a plein d'autres qui sont en attente de validation. Donc les institutionnels sont de plus en plus de la partie. Ils l'étaient un petit peu en 2021, mais on va dire que c'était faiblard, c'était vraiment des essais. Là, on peut dire qu'ils ont vraiment mis les pieds dans le plat et ils sont en train de mettre même le deuxième pied. Donc ça, c'est venu créer une transformation sur la manière de travailler avec ce marché, profondément. Euh, tu as d'autres questions? Tu veux que... Non, par rapport à... Bon, on peut regarder aussi, là vous voyez mon écran par rapport au bulle, hein. Là on est en annuel. Donc vous voyez qu'en annuel, dès clairement on est baissier sur les cryptos. Voilà, je vais vous donner Encore, voilà, ici, hein. Très bon projet fondamentalement, hein. Je sais pas si tu connais dans la DeFi, hein, qui vous permet de faire beaucoup de choses, de créer pas mal de choses en DeFi, mais on est à 80%. GMX, pareil, je l'ai connu en 2022, l'époque de... c'est un DEX, voilà. Vous pouvez trader sur Arbitrum de manière décentralisée. C'était l'époque 2022-2023 où la finance décentralisée aussi a pris pas mal d'ampleur. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Luna, on a eu le crash qu'on a eu en 2022, bon, bah, ça continue. Quel projet je peux vous montrer? Casper, très très bon projet sur le cloud décentralisé. Et vous voyez qu'on est à moins 70%. Alors que les projets sont là, même Land aussi, bon projet sur les mêmes coins. Donc vous voyez qu'en annuel, on est, on est quand même baissé généralement. On a des exceptions. Voilà, vous voyez ici ce projet. Mais on est, comment dire, en annuel. Là, il compare bien en annuel de l'année dernière par rapport à cette année. Par contre, si on va en mensuel, on commence par rapport à cette année. Ah, vous voyez que, on va aller voir sur l'analyse technique par la suite. Depuis le 1er janvier, vous êtes quasiment positif si vous êtes rentré en crypto du 1er janvier à actuellement. Parce qu'on a eu un gros rallye du Bitcoin. Il a, on a eu un bon rallye depuis 10 jours. Là, depuis mi-semaine dernière, il a un peu retracé. Mais vous voyez qu'il y a comme des perfs qui sont faites, hein. On a un des projets Avici, voilà, que je suis, c'est une banque décentralisée sur Solana. GMT, pour ceux qui connaissent, c'est les Play to Earn sur sur les NFT. Mais vous voyez quand même, on a généralement, voilà, des projets qui sont en hausse. Il y en a quand même des pertes parce que les projets sont tellement bas et qui remontent. Mais généralement, on est en positif sur certaines cryptos. Si vous êtes rentré, j'ai bien dit, si vous êtes rentré début d'année 2026. Ouais, après, il faut quand même préciser que c'est des projets qui sont à toute petite capitalisation. Donc, il faut pas non plus énormément de liquidité pour les faire monter. Et pour l'instant, dans la période qu'on a, qui est assez incertaine,
c'est bien souvent des pump and dump quand c'est du court terme comme ça. Exactement, oui. Oui, oui, parce que comme on est sur des plus petits projets, forcément, plus la capitalisation est basse, plus dès que le Bitcoin reprend et dès que les alts reprennent, ça va très très vite monter. Bah d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. On va aller un peu sur l'analyse technique. Je vais vous montrer le Bitcoin. Normalement, voilà, vous voyez mon écran. Voilà. Et si on regarde depuis le top là qu'on a eu en octobre 25, on a eu, attendez, je regarde, à 125. On a eu quoi, une baisse de moins 35%. Là, on est à quoi? On est à moins 28%. On a eu ici, on en a parlé. Attendez, je vais vous enlever ça. On a eu ici, depuis le 1er janvier, voilà, ici, on a à peu près quoi? On a eu 12% sur le Bitcoin. Si vous avez bien vendu dans ces niveaux-là, là, on est actuel, on est à 7%. Mais vous voyez qu'on a on a une incertitude, on a un W potentiel qui peut se faire. Est-ce que ça va durer des jours, des semaines? Je sais pas, à voir, mais en tout cas, cette zone ici, là, pour moi, elle est importante. Tant qu'on casse pas cette zone-là, on peut pas dire encore si on est haussier ou baissier à court terme, mais pareil, cette zone ici. Ouais. Et puis, faut pas oublier que, par exemple, le Bitcoin, si on a l'impression qu'il bouge pas beaucoup, c'est parce que lui, sa market cap, elle est quand même de presque 2 milliards. Elle est à 1 milliard 800 millions. 1000 milliards, excuse-moi, 1800 milliards. Donc c'est pas la même chose que ces petites cryptos en fait. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour Bitcoin de redévelopper une jambe haussière. Bien sûr, oui, on est sur la plus grosse, le plus gros projet crypto, hein, vraiment C'est ça. du, du, du marché. On peut même aller voir si tu veux les différents totaux, tu sais, total market cap au niveau global crypto. Ouais, si tu veux. Bon, on va aller voir un peu ça. Après, je te laisserai partager ton écran si tu as t'as des choses à me partager. Sur le total, pareil pour moi, pareil là, on est sur le marché global de la crypto, hein. Voilà, le marché est à 3 trillions. On a fait un ATH à 4,2. Bien, bien, on était à début octobre. Après, on a eu le crash et la fameuse mèche là j'oublierai pas, du samedi 10 octobre où il y a eu 19 milliards de liquidés. Ouais. Mais là, pareil, hein, le scénario, c'est tant qu'on casse pas cette zone ici, pour moi, vraiment, vous êtes tranquille. Vraiment. Est-ce que je peux vous partager? Voilà. On peut être comme ça pendant des jours, des semaines. Vous faites du trading, vous achetez des cryptos, vous revendez, soit vous attendez une cassure ici et on peut repartir là. Donc dans le total, on est à peu près pareil. Total 2, là on exclut Bitcoin. J'ai un scénario ici. Voilà, on a eu la cassure de la trendline. On était baissier, on repart en baisse. On repart ici. Pareil, on attend. Total 3, pareil aussi. On exclut, c'est le marché global de la crypto, mais j'exclus Bitcoin et Ethereum. Et là, vous voyez qu'on a 882 milliards. Donc on est en plus petit projet, beaucoup plus de volatilité. Là, on a fait combien? On a fait quand même jusqu'au 31 décembre, 1er janvier, on a 12% au minimum qu'on a fait sur les alts. Là, on a potentiellement une reprise. Donc là, si on a une clôture de bougie ce soir, à voir, on peut aller chercher à court terme. On va mettre ici, on peut aller chercher à court terme 4% sur les alts au moins. Mais bon, attendre la clôture de bougie. Mais là, ouais, c'est en train de. Je vais voir un peu en H4, une bougie de 4 jours. Ouais, c'est en train de repartir, hein. On a fait ici la hausse, on casse ici, ici, on peut avoir ça et ça repart, et ça repart, et ça repart. Ou à l'inverse, on peut avoir une hausse comme ça, on fait croire qu'on repart, et là, on redescend. Et là, si on redescend, on peut aller redescendre chercher cette zone, voire rechercher plus bas. Donc, on garde les deux scénarios en tête. À court terme, très court terme, on est quand même haussier. Vous voyez que on a cette zone qui Ouais. tient bien. Et à long terme, on est quand même, je trouve, comme Sur, baissé sur sur les une, dates. sur une dynamique très court terme, on a réussi quand même à rester au-dessus des 80 000
on était venu toucher sur mèche. Et pour l'instant, on se maintient aux 90 000 au moins. Sachant que, voilà, après les chutes qu'on a eues, bah, il y a des moments où le marché, d'ailleurs, c'est souvent ce qui a le plus dans le marché, c'est des ranges. Des ranges. Des moments où ça se stabilise, où ça vient chercher la liquidité à droite, à gauche. Mais, euh, mais pour l'instant, à court terme, on a une dynamique plutôt haussière. Mais en fait, on peut pas dire si ça y est, on part à la casse ou pas. En fait, ça, c'est en train de, j'ai envie de dire de bouillonner, mais c'est en train de stabiliser et de potentiellement remettre une dynamique haussière à court terme. C'est ça. Après, toujours, voilà, on fait attention, voyons weekly. En unité temps weekly, une bougie égale une semaine. Ah, vous voyez qu'on est en latéralisation, on n'a pas de décisions qui sont encore prises, hein. On a eu la première semaine de janvier, belle hausse. Là, alors pour moi, si on clôture comme ça, avec une mèche qui est plus haute que celle-là, c'est-à-dire qu'on va chercher cette liquidité, donc on peut potentiellement chercher plus bas. Donc, à long terme, quand même, vous voyez que le Bitcoin, bah, on est quand même haussier, hein. Vous voyez que là aussi, on a eu une forme de fake-out, piège baissier. On repart, piège baissier. On repart, là, on était baissier parce qu'on casse cette zone. On casse celle-là, mais on voit qu'en weekly, la zone que j'ai ici, là, c'est les 76. Pour moi, voire même les 82. Mais pour moi, tant qu'on casse pas les 76, 77, on est encore haussier sur le Bitcoin. Par contre, si on casse cette zone-là, on va aller Ouais. chercher pour moi les 67, les 50. Ça serait pas bon signe si on baisserait ces zones. Ah, c'est sûr que si on casse les 80, même ne serait-ce que les 84, 85, il y a de fortes chances qu'on aille plus bas que ce qu'on a fait. Ça renforce les probabilités énormément. Et d'ailleurs, l'analyse technique, c'est pas pour faire le devin, c'est vraiment juste pour voir là où sont les plus grosses probabilités, afin de mieux se préparer sur les actions qu'on veut faire sur notre stratégie. C'est ça, par rapport au taux. Ok, super. Bah, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport au BIROPA ou on passe à la partie taux d'intérêt Alors, de toute façon, c'est un peu lié de toute manière, mais par rapport au bière, ouais, si tu veux, je vais partager mon écran. avec plaisir, ouais. Je vais vous montrer un certain nombre de données et après, on verra un peu plus dans l'analyse technique pour vous donner une vue d'ensemble, en fait. Je t'ai demandé l'autorisation pour partager. Ah C'est oui. bon? Ouais, non, non, tu peux là. Ok. Hop. Donc, en premier, je vais vouloir vous montrer un petit peu le... Mince, je crois que j'ai fait une bêtise. Envoie ton écran, nickel. Blocknity. D'accord, voilà, parce que ça m'a ouvert un nouvel onglet. Donc, au début, je voulais vous montrer le Crypto Fear and Greed, parce que c'est ce qui indique un peu le sentiment du marché sur les cryptos. Et on voit que l'extrême fear, il est à 25 et qu'on est à 29. Donc, tu vois, quand tu parlais, par exemple, d'une petite dynamique court terme de reprise haussière, on le voit, par exemple, dans le sentiment, c'est qu'on est en fear, mais on n'est plus en extrême fear. Donc, le sentiment est remonté un peu plus positif, mais on reste quand même dans la peur. Donc, rien n'est joué. Pour l'instant, c'est une dynamique qui est vraiment à court terme. Faudra voir si elle tient. Mais le fait qu'on tienne pour l'instant les 90, parce qu'on est quand même allé à 93, 94, ça veut dire voilà, on a retracé cette petite hausse et que on est en train de tester ce support des 90 000. Et on peut le voir en fait dans le sentiment. Maintenant, si on regarde par exemple au niveau des ETF Bitcoin et des inflows, eh ben, il n'y a plus d'inflow. On le voit depuis plusieurs semaines en fait. Il y a plus de sorties que de rentrées. Là, par exemple, le 2 et le 6 janvier, on a eu des belles rentrées. Mais voilà, s'en est suivi 4 jours de sortie. Alors un peu moins gros que les rentrées qu'il y avait eu juste avant. Mais on voit que voilà, elles se sont quand même accumulées, enchaînées.
Et juste derrière avant, c'était pareil. Donc, pour l'instant, on est plus sur des investisseurs qui dérisquent leur position et qui sortent leur liquidité, en fait. Donc, là, on a une dynamique à court terme, mais depuis quelques semaines, on stabilise et ça vient chercher, en fait, les liquidités, notamment dans tout ce qui est contrat, options, futures, tout ce qui est trading, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on range. Euh, je vais peut-être pas montrer tout de suite. C'est pour les Fed Watch Tool. Peut-être pas. Oui, je vais vous montrer l'analyse sociale. Donc, j'ai accès à un peu comme Glassnode. C'est une plateforme qui permet d'avoir accès à des données, des datas, des graphiques. Et sur Block Unitive, par exemple, je voulais vous montrer aussi l'analyse sociale. Parce que on voit qu'en fait, depuis un petit moment maintenant, depuis plus d'un an, en fait, il y a un désintérêt sur YouTube notamment, sur les nouveaux abonnés. Il y a un désintérêt euh, de, des cryptos, en fait, tout simplement. Ça a repris un petit gain d'intérêt depuis le 1er mai, et on voit qu'après c'est monté, mais maintenant, depuis la correction, on est en train de nouveau de perdre de l'intérêt. Ce qui montre qu'en fait, depuis déjà un an, en fait, les, les gens, euh, les gens sont moins à investir, il y a moins de nouveaux sur le marché, en fait. Donc il y a moins d'apport de liquidité. Euh, Pourtant, on était sur la fin de cycle, normalement, supposé, celle où ça fait le plus de gains, normalement. Mais on voit que déjà depuis un moment, il y a un manque d'intérêt. Donc, potentiellement, les liquidités ne vont pas, en fait, dans les cryptos. Donc, grâce aux ETF qui, eux, pendant cette période, rentraient de l'argent, ça a pu maintenir cette hausse qu'on voit en ligne, dans la ligne orange, construite hein, comme un escalier au niveau de Bitcoin. C'est ce que ça a permis les ETF, à mon avis. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de nouveaux investisseurs qui rentraient dans les cryptos pendant cette période. Ce qui fait que ça a été beaucoup moins volatile et rapide dans la montée et que ça a dû prendre plus de temps. Ce qui montre aussi qu'il y a eu une transformation du marché. Donc, une Euh, question juste pour le social, c'est-à-dire que plus il y a moins il y a de followers, moins c'est-à-dire qu'il y a de fonds ou d'investisseurs potentiels qui vont rentrer sur le marché, si j'ai bien compris ton indicateur. alors là, c'est plus au niveau des nouveaux abonnés, tu vois. D'accord. Donc sur les chaînes YouTube crypto, si tu veux, Oui. sur les plus grosses chaînes en fait qui sont analysées par Blockunity, bah en fait on voit qu'il y a de moins en moins d'abonnés, voire peut-être même des désabonnements, qui fait que bah, la courbe violette là, elle a descendu complètement depuis plus d'un an. La courbe violette, c'est quoi? C'est le prix du Bitcoin ou c'est le nombre de... Non, c'est en orange, le prix du Bitcoin. C'est D'accord. pour ça que je parlais de construction en escalier. Parce que sur la courbe violette, bah, justement, quand tu les croises, tu vois que le prix du Bitcoin a quand même continué à monter, mais que depuis la deuxième hausse, bah, il y a un désintérêt. Alors que là, tu vois, par exemple, il y a eu vraiment un pic d'intérêt pendant la deuxième grosse hausse du cycle. Tu Ouais, vois. c'est logique, ça va être Mais Trump. Dès que Trump a été élu, j'ai l'impression qu'il y a le pic voilà, qui a été fait, le prix du Bitcoin et les followers. Et à l'inverse, ça c'est les followers ont baissé, le prix a un peu baissé et est reparti après. ouais, il est reparti après, mais comme tu vois, il a fait un nouveau plus haut qui est pas si haut que ça, en fait. Tu vois, en comparaison de la dernière jambe haussière ou de celle d'avant, ça a monté, mais plus difficilement. C'est comme s'il avait atteint un petit peu un plafond de verre, tu vois. Ah, c'est Donc, intéressant ça, ouais. C'est un peu comme Google voilà. Trend. Moi, je regarde aussi un peu les intérêts qu'il y a sur Google, Ouais, sur le ouais, ouais, ouais. Bitcoin. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, je sais pas si tu peux pas choisir. Non, tu peux choisir que YouTube et Twitter. Mais, euh, mais ça montre quand même. D'ailleurs, on pourrait être curieux et regarder pour Twitter. Twitter, C'est après, intéressant. je trouve c'est plus des mecs investisseurs, crypto. C'est plus des gens qui connaissent mieux l'écosystème, j'ai l'impression, que YouTube. Non. Hmm, je sais pas, peut-être, ouais, parce que YouTube, pendant ça la serait plus troisième. tout le Ouais, monde. ils sont plus. C'est plus des investisseurs, je pense, qui sont là pour le court terme. Voilà, c'est ça. Parce que c'est beaucoup des gens qui suivent la moindre petite annonce, le moindre petit post. Exactement. Donc, c'est pour ça que je préfère YouTube, parce que ça donne plus une idée sur les investisseurs long terme quand même, même si c'est supposé. Mais voilà. Parce que là, on voit que ça a monté, puis après, ça a craché, ça a remonté, ça a craché. C'est un peu. Ça te montre moins une tendance claire à long terme, je dirais.
YouTube, c'est mieux, je trouve. On voit mieux la tendance, c'est clair. Ouais. Ouais. Donc je voulais aussi vous montrer ça. Et on peut faire une comparaison avec l'or, parce que si on regardait une paire de trading, une paire sur un graphique, sur la paire Bitcoin-or, bah, c'est pareil, on pourrait voir que l'or a superformé le Bitcoin depuis presque un an. Donc, Comme le donc c'est à se silver, hein. demander si ce désintérêt n'a pas marqué une espèce de bear market en avance, même si le prix du Bitcoin a continué de s'apprécier malgré tout avec le temps. Ce qui me fait penser qu'il est difficile de dire qu'on est dans un bear market actuellement. Il y a des choses au niveau technique qu'on va pouvoir vous montrer après, mais en fait, il y a vraiment une transformation, ce qui fait qu'à mon avis, on peut plus trop s'appuyer sur les anciens cycles de 4 ans de Bitcoin. Avant, le halving avait plus d'impact, il en a de moins en moins, parce que les récompenses du halving sont divisées à chaque fois par deux. Et en fait, il reste tellement peu de Bitcoin à miner, même s'il y en a encore pour jusqu'à 2100 d'en miner, que, en fin de compte, c'est les institutionnels qui sont un peu en train de reprendre le relais. Et on pourrait, à mon avis, avoir en fait un Bitcoin qui devient un peu comme certains indices, comme le Nasdaq, qui va diminuer en volatilité, mais qui va, sur le long terme, faire des hauts, des bas, C'est mais sûr. va continuer de faire des plus hauts sur le long terme. On va arriver, c'est sûr, dans les prochains mois, prochaines années, à avoir le marché crypto qui sera beaucoup plus comme les indices, Mm, moins de baisse, plus de hausse. Je vois bien les cinq Bitcoin, XRP, Solana, BNB, Ethereum prendre encore plus de dominance par rapport aux autres marchés et de voir une grosse corrélation, décorrélation entre eux et les autres. mm, tout à fait. Attends, après, là, je vais aller sur TradingView pour vous montrer un peu. Donc, moi, j'utilise le RSI avec une SMA, qui est une moyenne mobile. J'utilise beaucoup les Fibonacci aussi. Et j'utilise le système Ishimoku. Donc, je ne le connais pas par cœur, hein, le système Ishimoku, je l'apprends encore. Mais en soi, je trouve qu'il est assez complet. Je vous montrerai aussi, j'ai une autre configuration sur Binance, mais j'utilise les deux en même temps, en fait, l'un après l'autre en général. Ça me donne, puisque moi, je suis encore en gratuit sur TradingView, donc j'essaye de jouer sur les deux tableaux. Ça me permet d'avoir un truc qui me convient bien. Ah, t'as raison, hein. Faut trouver les Parce que, bons outils qu'on maîtrise, hein. parce que, par exemple, sur Binance, voilà, j'utilise les moyennes de Bollinger, les bandes de Bollinger, et j'utilise des moyennes mobiles. Donc, j'utilise des EMA et des M. Mais sur TradingView, en fait, j'ai pas besoin de mettre tout un tas de EMA, etc., parce que j'ai Ishimoku, en fait. Et ça me permet de rajouter le RSI. C'est assez complet quand j'utilise les deux graphiques. Et là, pour vous donner une idée, on est sur des bougies hebdomadaires. Donc, on est quand même plutôt sur du moyen terme, voire du long terme, que sur du court terme. Et si on dézoome comme ça, on peut voir que vraiment, bah, on a bien eu un bull run. Tu vois, maintenant, est-ce qu'il est terminé? Est-ce que c'est une grosse correction ou est-ce qu'on part en bear market? Et c'est là la question. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'on est rentré dans le nuage en hebdomadaire, on l'a percé, mais on n'en est pas sorti vers le bas. On l'a maintenu et depuis des semaines maintenant, une, deux, trois, six, 7 semaines. Depuis 7 semaines, en fait, on range. Et on voit, si on allait en journalier, on verrait la progression un peu mieux vers le haut depuis ce creux et qu'on fait des creux légèrement plus hauts que les précédents, mais on n'est toujours pas sorti du nuage. Donc déjà, pour moi, pour se dire qu'on va vers un nouveau plus haut, une nouvelle hausse avec un nouveau ATH, un nouveau plus haut historique, il faudrait au minimum déjà qu'on vienne casser le nuage. Tu vois, donc là, la limite du nuage pour qu'on casse de manière haussière, ça serait 104 674. Tu vois. Donc ça serait déjà une première indication qui montre que c'est peut-être possible.
Mais pour moi, ça serait pas suffisant non plus. Pour moi, pour vraiment dire que il n'y a plus de bear market comme avant, il y a les cycles de 4 ans, c'est terminé, c'est invalidé. Il faudrait qu'on refasse tout simplement un plus haut historique, un nouveau plus haut. Venir casser les 126 000 nous permettrait de confirmer quelque part ça et de se dire que maintenant, OK, on est en business cycle. Maintenant, ça reste un marché qui est très piégeux et le Bitcoin, même s'il est moins volatile, il reste très piégeux et on pourrait très bien avoir une hausse comme ça, péter le nuage et puis par là, vers les 110, 113, ne pas réussir à percer et qu'on ait un dead cat bounce qui s'est fini très haut, en fait. Et là, on pourrait repercer le nuage et là, aller plus bas. Maintenant, ça m'étonnerait aussi. C'est pour ça qu'on parle de transformation, parce qu'on peut très bien être rentré dans un business cycle, tout comme on peut être dans une hybridation de business cycle et des anciennes bases du marché de crypto, qui ferait qu'on aurait peut-être quand même un bear market, mais que ça serait hybride avec un business cycle, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas une correction qui viendrait par là, quoi. Donc en dessous, on va dire en dessous des 55, 58 000, jusqu'à peut-être 30, 40 000. Ça, c'est quelque chose que pour l'instant, je suis plus sur le point enfin, je l'invalide pas encore, mais j'aurais plus tendance à l'invalider parce que c'est un scénario qui maintenant n'est plus approprié à mon avis, euh, vu les transformations qu'on a dans ce marché. Mais venir, par exemple, même à 60 000, ça, c'est possible. Et ça marquerait vraiment ce côté transformation pas fini, tu vois. Maintenant, si effectivement on vient repasser vers un nouveau plus haut historique et que après bah, la correction, la suivante, on ne vient pas casser par exemple les 94 000 et qu'on s'arrête là, que c'est le bottom et que ça repart, ça viendrait confirmer pleinement qu'on est rentré pleinement dans un business cycle. Donc mon avis, pour vraiment dire bear market ou pas bear market, c'est qu'on ne peut pas encore le confirmer. Mais il y a une transformation qui fait que ça va au moins être un résultat hybride de ce que c'était avant les bear markets et du nouveau marché qu'on est en train d'avoir avec, avec le Bitcoin, les ETF et les institutionnels qui sont rentrés. Je peux en ajouter plus si tu veux. Non, merci, ça va aller. On a une question dans le chat par rapport. Comment tu as appris Ishimoku? Ou qu'est-ce qui t'a fait, avec tous Alors, les outils qu'on a, que tu as choisi Ishimoku plutôt qu'une autre stratégie? déjà, il faut savoir que quand même, je regarde plusieurs chaînes que je trouve vachement qualitatives. Donc certains, c'est plus du trading, donc c'est plus de l'analyse technique à court, moyen terme. Et d'autres qui sont plus du type investisseur. Je suis quand même plus du type investisseur, mais je regarde aussi un peu plus à court terme pour apprendre l'analyse, parce que c'est des gens qui des fois sont un peu plus pointus encore sur l'analyse, tout un tas d'années d'expérience derrière. Et du coup, en fait, c'est à force de les écouter que j'ai appris les bases en fait d'Ishimoku. Et après, bon, bah, c'est simple, hein. Le nuage, c'est deux moyennes mobiles qui forment le nuage. Après, vous avez la ligne bleue, par exemple, là, qu'on voit, qu'on peut suivre ici. La ligne rouge, tout ça, c'est des moyennes mobiles. Donc déjà, ça forme des supports et des résistances, naturellement. Donc déjà, vous pouvez vous appuyer sur ça, euh, comme si c'était des moyennes mobiles. Après, vous pouvez prendre en compte le fait que le nuage, c'est entre deux moyennes mobiles, mais quand on rentre dans le nuage, en fait, c'est comme si les mouvements sont un peu plus étouffés. La volatilité va être un peu plus étouffée. Il faut plus de puissance pour, une fois que tu es dedans, il faut plus de puissance pour percer, pour casser vers le bas. Ça peut mettre plus de temps, et pareil pour le haut. Ça dépend après de la puissance qui est injectée dans le mouvement, mais il va falloir plus de force en fait pour sortir du nuage d'une manière ou d'une autre. Après, là, on était dans une tendance baissière. On aurait stagné un petit peu ici, puis après, on serait allé plus loin. On aurait pu percer le nuage à la baisse. Mais comme maintenant, ça fait un petit moment qu'on range, il va falloir quelque chose de puissant dans le momentum, à mon avis, pour sortir, pour prendre une direction. Mais le nuage, c'est un peu comme un matelas. C'est comme si ça ralentissait le mouvement. D'ailleurs, une fois qu'on est rentré dedans et
on a invalidé la cassure de la dernière ligne du nuage. Bah, après, on a fait que ranger. On a fait que ranger. Et on n'a pas fait de dépassement. À chaque fois, regardez, là, on est allé là. On n'a pas dépassé, on a touché la ligne, on a arrêté. Après, bah, ça n'a même pas allé plus haut, là aussi. Puis après, bah, ça a étouffé complètement la volatilité. Ça marche. Merci. Une autre question aussi que je pense pas que tu l'as vue. Par rapport à Block Unity, est-ce que tu payes un abonnement ou est-ce que comment? Il y a beaucoup de gens Alors, qui ont aimé cet indicateur. je paye un abonnement dans un groupe de recherche qui est lié, associé à Block Unity. Donc, il nous offre jusqu'au tiers 3. Il y a 4 tiers. Il nous offre au tiers 3 payant, en fait, il nous l'offre. Donc, ça fait partie en fait, de l'abonnement que je paye avec le groupe de recherche. Donc, ça m'évite d'avoir deux choses différentes à payer. J'en paye qu'une au même moment. Oui, pour vous expliquer, en gros, ceux qui ne savent pas trop, il y a Iril. Bon, Iril, j'en ai parlé plusieurs fois dans les lives, il y en a qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, vous me dites, je vous enverrai. Et Iril, qui est un des meilleurs dans l'écosystème français dans l'analyse fondamentale, économie de la crypto, il a un groupe de recherche avec deux, trois autres formateurs aussi en crypto. Et c'est un groupe de recherche, comme il vous l'a expliqué, ils partagent des données, ils ont créé aussi des logiciels sur des datas que l'on connaît. Le gros avantage de ce groupe, c'est que, un peu comme toi ou moi, quand on cherche pas mal d'informations sur 5, 6, 10 outils, là, eux, ils regroupent beaucoup de data en un logiciel, si j'ai bien compris. Alors, via Block Unity, oui. Alors, Block Unity, c'est quand même une équipe qui est à part. C'est une équipe qui est à part. C'est juste que le fondateur du groupe de recherche, c'est Paul Crypto, Pour le euh, crypto, oui, voilà. qui est du coup avec Kirill dans ce groupe de recherche. Il a un lien, lui, directement avec Block Unity, ce qui lui permet d'avoir cet avantage-là pour ses abonnés à son groupe de recherche. Ça marche, ok. Très Mais bien. c'est quand même deux entités séparées. Ah, c'est comme deux entités, ok. Très bien. Oui. Block Unity, c'est une société et le groupe de recherche, c'est une autre. Ok, donc super bon. On a avancé, on a parlé un peu des taux d'intérêt. Oui, si tu peux nous partager le CME Group. Comme ça, moi, je ferai après la transition avec la Fonda. Ouais. Ouais. Donc, bah, une des choses qui détermine beaucoup aussi la liquidité disponible pour les marchés, c'est les taux d'intérêt. Donc, là, en fait, cet outil sur CME Group, qui est le FedWatch Tool, nous permet de voir en fait ce que le marché anticipe au niveau de la baisse des taux. Ou hausse des taux. Ça peut être, La baisse ou la hausse. ça peut être les deux. Là, on est plus sur est-ce qu'ils vont baisser ou pas, mais ça pourrait être la hausse si on était dans le bon contexte. Comment ça impacte? Le fait de baisser les taux permet de artificiellement créer de la liquidité en fait au niveau mondial, puisque les États-Unis impactent beaucoup la finance mondiale. Donc, le fait de baisser les taux permet de réinjecter de la liquidité, que ça soit dans les actions, dans les cryptos, l'or ou peu importe, dans les marchés à risque. Alors que quand on rehausse les taux, c'est que justement, on veut diminuer l'impact. C'est notamment pour tout ce qui est bancaire, des prêts. Par exemple, pendant le dernier bull run, bah, c'est pas celui on vit là, mais le dernier d'avant, 2020-2021, on était en quantitative easing. Donc, les taux étaient à taux zéro. Donc, on pouvait emprunter facilement. Ça permettait d'avoir de la liquidité injectée dans les marchés. Alors que là, pendant ce bull run, on était en quantitative tightening. Donc, c'est la réduction du bilan de la Fed, ce qui fait que ils retiennent, comment dirais-je, ils arrêtent de, de fournir de la liquidité comme ils le faisaient avant. Enfin bon, pour simplifier, hein, vraiment pour simplifier. Et du coup, par rapport à cet outil, ça nous permet de voir en fait les prévisions. Donc là, on voit qu'en janvier, bah, il y a 95% de chances qu'on ne baisse pas les taux. Parce qu'on a eu une série de baisses là.
et le marché aurait bien aimé que ça continue pour pouvoir faire monter les prix sur les actifs à risque et ça aurait donné des chances aux cryptos de monter. Mais là, on voit qu'en janvier, les prévisions sont à 95%. Et si on va un peu plus loin, donc on va au 18 mars, là, on voit que les choses changent un peu. De 95, on passe à 71. Mais avant, c'était quand même beaucoup plus haut ici, en fait, sur le fait de baisser les taux. Mais on a eu, je te laisse prendre la suite. Je montre aussi juste avril. Oui, Avril, voilà. voilà, Pour vous on arrive à expliquer, là, 58. c'est les dates qui vont donner les taux, c'est ça, le FOMC. Ça, oui, vous entendez. C'est les dates les différentes dates, là, en fait, 28 janvier, 18 mars, 29 avril, 17 juin, c'est les dates, en fait, de décision des taux. Donc, c'est Très ces bien. moments-là où on va pouvoir savoir s'ils les baissent ou pas, ou même est-ce qu'ils les remontent si, s'il y a un gros problème. Mais, et on voit que bah, c'est pas avant le 17 juin maintenant qu'ils anticipent de nouvelles baisses de taux. Donc, ce qui, on va dire, gèle un petit peu, refroidit un peu les marchés quant au fait d'injecter des liquidités. Il y a moins de possibilités hein, dans les marchés. Ça marche. Voilà. Donc, en fait, nous, on est ici. On est à 350, 375. Et donc, ce qui représente 3,5, 3,75. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que ça baisse, donc pour donner une chance aux cryptos. Donc, le plus probable, c'est que ça baisse de 0,25 points de base, et donc entre 325 et 350. Une baisse plus forte, ça voudrait dire il y a une faiblesse dans l'économie et qu'il y a besoin d'injecter des liquidités à nouveau plus rapidement. Mais le plus probable, c'est une baisse des taux simple, normale, de 0,25 points de base. Mais c'est pas avant juin que les probabilités sont les plus hautes. Alors qu'avant, en avril, on était à 60-70%. Mais là, on a eu, et du coup, je te passe la suite. Il y a Euh, eu, et je vais partager mon écran, oui, pour vous expliquer en gros qu'est-ce qui fait bouger les taux. Là, il vous a expliqué un outil et pourquoi, pourquoi ça m'a un peu choqué aussi. Alors, on s'est appelé hier, c'est on était à peut-être 80% de chance que les taux sont maintenus en allez, mercredi et jeudi, et on a eu vendredi. Voilà, je vais vous partager mon écran. On a eu vendredi le rapport sur l'emploi, parce que la Fed, même les banques centrales, si vous tradez par exemple l'euro, si vous tradez le yen japonais, n'importe quel actif, ce qui fait bouger les marchés clairement, et les banques centrales, c'est ça qui fait qui augmente ou qui baisse les taux, c'est deux notions économiques. C'est le rapport sur l'emploi, qui est composé de trois indicateurs et qui tombe les premiers vendredis du mois aux États-Unis. C'est les NFP, Non-Farm Payroll, c'est les emplois non agricoles, le taux de chômage et les salaires horaires, les earnings, un peu comme les gains en heures. Et c'est ça qui a fait bouger, en gros. On était à quoi, 80% de potentiel maintien des taux jeudi. Le rapport d'emploi est tombé, on est passé à 96%. Et pourquoi on est passé à 96%? Parce que vous voyez ici que le taux de chômage a baissé. On a vu un forecast, prévision à 4,5, on est passé à 4,4, donc on a baissé de 0,1. Et vous avez ici tout le détail, hein, si vous voulez avoir le bureau des statistiques des États-Unis, ce qui est passé avant. Et là, vous avez les NFP. Là, c'est pas bon pour le dollar, là. Là, ce qui s'est passé, on a une baisse. On a prévu 66 000 emplois. On a eu 50 000 emplois. Vous vous rendez compte? On a quand même perdu 16 000 emplois par rapport à ce qui est prévu. Et c'est pour ça que par rapport à ce qui était anticipé. c'est par rapport à ce qui était anticipé, c'est ça. Ce qui fait que ça montre que bah, il y a un problème dans l'économie américaine. Et le fait de baisser les taux, c'est pas favorable. Oui, parce Enfin, que ça, c'est le manque de création d'emplois et c'est pas favorable.
Oui, parce que en gros, là, on a une baisse de l'emploi aux États-Unis. Donc, ça pourrait faire inciter les banques centrales à baisser les taux. Mais bon, les taux, ils sont pas baissés comme ça, parce il y a l'indicateur de l'emploi, là, que je vous ai parlé. Mais dès la semaine prochaine, on a encore une grosse news qui va faire beaucoup bouger aussi les probabilités de baisse des taux ou pas. C'est le 27 janvier, hein, c'est ce que tu avais dit, hein. Le 27 ou Mm. le 28. Je vais vous montrer. Voilà, la semaine prochaine, voilà, déjà, on se retrouve le 13 janvier avec le CPI. Le CPI, c'est le Core Producer Inflation. Là, c'est l'inflation qui tombe la semaine prochaine. Et là, pareil, on va avoir beaucoup de volatilité et l'inflation. Voilà, retenez que l'emploi et l'inflation, c'est les deux indicateurs que maîtrise la Fed. C'est à partir de ça qu'ils savent s'ils baissent ou pas les taux. Et c'est ça qui fait bouger le Forex pour ceux qui traitent le dollar. Le Bitcoin va être impacté à court terme par rapport à ces indices parce que le Bitcoin est indexé au dollar. Quasiment toute l'économie mondiale. Et après, si vous tradez le yen japonais ou d'autres actifs, hein, le yen japonais aussi qui a des pas impacts, hein, sur la crypto, hein, avec beaucoup d'exchanges qui sont en Asie, beaucoup d'entreprises aussi qui sont aussi en Asie. Donc, à suivre vraiment la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? On a les CPI mensuels qui arrivent, on a le year qui est annuel. Et là, on a potentiellement un maintien des taux d'inflation, ce qui ferait que ça ne bougerait pas. Par contre, si on a une hausse, une baisse très forte par rapport à ce qui est prévu, là, on peut avoir une grosse variation, une grosse volatilité liée au Bitcoin et aux autres actifs. Et on va revoir après, hein, ces données-là, c'est lié, hein. Tous les mois, vous avez l'emploi, l'inflation. Là, on a la décision de la Banque centrale japonaise. Et je pense, nous, au niveau américain, ça serait la semaine d'après. Ça serait le 28, voilà, c'est ça. Voilà, FOMC statement, on aurait décision de la Fed sur les taux. Ça, c'est pas trop c'est pricé généralement par le marché, hein. Vous avez vu avec le fait de Watch Tools, on saura quelques jours, quelques semaines les taux. Mais ce qui va en faire encore plus bouger le marché, c'est la décision de la Fed sur les taux. Parce que s'ils nous disent on a baissé les taux, on maintient, mais qu'il y a une baisse des taux, on va dire, s'il y a une annulation de baisse des taux, ils vont nous dire dans les prochains mois, ah, ça, c'est pas bon du tout pour les actifs à risque crypto ou d'autres. Dollar va encore plus prendre de valeur, et là, on aurait un Bitcoin qui potentiellement va baisser. Et à l'inverse, si on nous dit qu'il y aurait plus de baisse des taux, négatif pour le dollar, augmentation du dollar, et là, je vous donne à peu près des différents scénarios et stratégies que vous pouvez faire avec l'analyse fondamentale. Là, c'est l'analyse fondamentale qui vous permet de faire vos scénarios, ou vous avez aussi l'analyse technique, comme on l'a vu moi ou Julien, qui vous permet aussi de prendre des décisions. Mais là, avec la fondamentale, vous pouvez, on va dire, anticiper, mais avec des scénarios haussiers ou baissiers, des prévisions pour vos investissements court, moyen ou long terme. Mm. Je rajouterais quand même un petit truc, c'est que la décision de janvier, elle est déjà plus ou moins pricée par le marché. C'est déjà dans le prix en fait. Ils ont déjà anticipé qu'il n'y aurait pas de baisse des taux. C'est plus quand je montrais le Fed Watch Tool, c'est pour ça que j'ai plus montré mars, avril, mai et juin, pas mai. Parce que en fait, les investisseurs institutionnels, maintenant, ils regardent sur, non pas celle qui arrive, mais les prochaines, en fait. Ils regardent plus sur ça. Ils savent déjà que janvier, Exactement. ça aura pas de gros impact s'ils baissent pas les taux en janvier, c'est ça que je veux dire. Ça aura plus d'impact par rapport au discours que Powell, Exactement. le Le président de la discours, Fed, pour moi, est plus important que l'annonce. L'annonce, elle est pricée. Vous l'avez vu. Il y a le Fed Watch Tools. Et on a aussi les documents de la Fed qui a donné ses prévisions sur toute l'année. Vous avez il y a, hein, sur la Fed, vous avez les prévisions. Mais le plus important, et ce que énormément de personnes font d'erreur, c'est le discours. C'est le discours qui fera qu'on aura une tendance à court, moyen, long terme sur les taux, comme tu l'as dit. parce que souvent, voilà, que ce soit le Fed Watch Tool ou même ce qui est un peu dit, on va dire, par les membres de la Fed avant la réunion pour les décisions des baisses de taux ou non, enfin, la décision des taux, mais c'est souvent un petit peu anticipé déjà à l'avance. C'est pour ça que le Fed Watch Tool il est bien, parce qu'il permet en fait de voir
si le sentiment il a changé par rapport à ça et à combien il est pricé en fait ce sentiment. Est-ce que c'est à 50%? Par exemple, si on est vachement dans l'incertitude, là la décision des baisses de taux va avoir plus d'impact. Alors que si on est moins indécis sur les probabilités, ça va être le fait de ouais, sur l'impact. Donc les anticipations. Mais là où les anticipations, on va dire, sont moins efficaces, moins précises par rapport à la baisse des taux, ça va être si on est vraiment dans l'incertitude, genre la décision finale de baisse des taux va avoir plus d'impact. Sinon, en général, c'est le discours. Est-ce que tu m'entends? J'ai une coupure d'Internet. C'est bon. Non, ça va? Ah, j'ai pas fait gaffe, désolé. Non, je ne sais pas si tu as fini ou tu parlais, est-ce que j'ai une Ouais, petite coupure? j'avais fini de parler en fait, je te laissais reprendre et là j'étais en train de regarder un peu les questions. Ah, très bien. Ok. Bon, on va avancer alors. Il nous reste deux thématiques avant qu'on va passer, je pense, aux questions-réponses à la fin. Oui, j'ai une question à te poser. Toi, quelle est ta vision et on va dire l'état des lieux sur les Bitcoin stratégies, la gestion de trésorerie Bitcoin stratégie? Je te donnerai aussi Tu, mon tu, avis. tu, tu parles de l'entreprise stratégie ou des entreprises qui font des trésoreries en général en faisant comme Voilà, en général, oui. Euh, mon avis du coup sur l'entreprise ou sur les trésoreries du coup. Sur les gestions de trésorerie, un peu ce que font MicroStratégie ou les grosses boîtes qui font de la gestion de trésorerie en Bitcoin. Bah, je pense que Stratégie a eu raison de se lancer là-dedans parce que je pense que Bitcoin c'est l'avenir à long terme. Maintenant, maintenant Michael Saylor, le patron de Stratégie, j'ai l'impression que lui, il avait une vision long terme, mais que avec tous les instruments qu'il propose, ça laisse à penser au marché qui peut se casser la gueule. Être obligé de revendre ses bitcoins pour payer les créanciers de ses obligations et ses instruments qu'il a créés autour de Bitcoin. Mais j'ai l'impression quand même, il s'est très bien entouré et il a quand même pas mal anticipé ce qui aurait pu se passer de mal. En tout cas, d'après son discours. Notamment, il s'est un peu protégé ces derniers temps en récupérant quelques milliards pour pouvoir justement payer pendant 2, 3 ans les investisseurs sans avoir besoin à toucher à sa trésorerie. Donc, ça, c'est pour l'entreprise stratégique qui fait ça. Concernant les autres entreprises qui font de la trésorerie crypto, je pense que c'est toujours une bonne chose, puisque si Michael Saylor le fait, c'est que c'est pour une bonne raison. Mais est-ce qu'elles ont la même, euh, comment dirais-je, est-ce qu'elles ont la même rigueur dans la gestion de leur trésorerie que par exemple va l'avoir stratégie? Ça, c'est pas sûr. Si je devais faire un pari, je dirais que s'il y a des problèmes, stratégie pourra mieux gérer son risque et remplir ses devoirs envers ses créanciers et ses investisseurs que certaines autres grosses entreprises qui ont créé une trésorerie Bitcoin, mais qui n'ont pas forcément l'expérience ni la vision pleine et entière de Seller. D'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui passent par stratégie pour reproduire, pour mettre de la trésorerie, enfin pour être exposé au Bitcoin. Donc, si on a des problèmes macroéconomiques qui arrivent et qui fait que certaines sociétés sont en difficulté, ça pourrait amener à une jambe baissière plus puissante sur les cryptos et notamment sur Bitcoin. Oui, c'est un peu bon. C'est ce que je vous montre un peu là sur l'analyse technique. On est sur l'entreprise MicroStratégie. Vous voyez qu'il y a un peu une différence entre le Bitcoin et stratégie. Bitcoin, on est actuellement à moins 25, moins 30% de l'ATH. Si je compte pas la mèche, qui est une mèche de manipulation, on est quand même sur un actif, une action qui a perdu moins 64%. Vous vous rendez compte? Donc, cela veut dire que le marché crypto, Bitcoin et les gestions de trésorerie, on est sur des actifs qui sont très très corrélés.
Et ce que j'en ai parlé, et je trouve, c'est qu'on est à un moment qui est assez important dans cette zone-là, c'est qu'on est sur, on est sur une valorisation, je n'ai pas la valorisation en tête, mais on va dire, MicroStrategy, un exemple, à 60 000 bitcoins, en tout dans sa trésorerie. Elle a une valorisation à son cours actuel qui est à 166. Bah, on est actuellement dans une zone un peu critique pour MicroStrategy. Ils sont quasiment à BE, on va dire ça, break-even, sans ni gain ni perte. Mais si on voit sur les semaines, et mois à venir, qu'on a encore une baisse qui arrive sur le Bitcoin, MicroStrategy qui a sa gestion de trésorerie en Bitcoin va forcément baisser aussi un peu, encore plus. On peut estimer ici à 42 jours, qui pourrait nous faire encore une baisse de 35%. Mais ce qui veut dire, c'est important, c'est que si le Bitcoin baisse encore et que le MicroStrategy, son action baisse encore, MicroStrategy serait aussi dans l'obligation de vendre encore ces Bitcoins. Et là, ça montre que on est sur un marché qui est Bitcoin, qui est décentralisé, mais qui est aussi centralisé. C'est-à-dire que si les gros acteurs comme MicroStrategy ou des fonds vendent leur Bitcoin, on aura un Bitcoin aussi qui va chuter. Et ça peut faire en cascade des entreprises comme MicroStrategy ou des boîtes plus petites, hein. Il y a des boîtes plus petites en Europe, hein. Il y a, Ça peut créer un effet domino. voilà, c'est ça. Il y a une entreprise française là, qui s'appelait Blockchain Group, qui a changé son nom là, parce qu'il fait de la qui a fait aussi ça, qui peut aussi avoir des boîtes qui ferment. Donc, je trouve 2026, on est une année assez importante où on a beaucoup d'entreprises qui ont fait de la gestion de trésorerie l'année dernière, il y a 2 ans. Bitcoin est monté, c'est facile. Quand un actif monte, t'as ta trésorerie qui monte, ça monte. Mais Hmm. comment ils vont réagir quand le Bitcoin va baisser? Parce que là, on est sur des entreprises, hein. Les entreprises, ils ont des salariés, ils ont des charges à payer, de la fiscalité à payer tous les mois. Et là, il n'y Après, a pas 10 000 ouais. solutions après. Après, c'est pour ça en fait que je disais, je pense que stratégie, il a déjà prévu le coup pas mal. Parce qu'il disait qu'on pouvait continuer à baisser, en fait, qu'il ne serait pas forcément obligé de vendre ses bitcoins. Donc ça dépend de comment il a mis la gestion de risque, en fait, comment il a préparé sa gestion de risque pour ce genre de situation. En revanche, les autres entreprises, qui sont arrivées, en fait, qui sont, pour certaines, qui ont copié, enfin, simplement, le fait d'acheter des bitcoins dans leur trésorerie, mais qui n'ont pas forcément de vision et de stratégie adaptée à ce qu'elles veulent faire, elles peuvent être en risque. Et du coup, par effet domino, ça peut créer une peur. Donc on peut retourner dans l'extrême peur au niveau du fear and greed et déclencher une nouvelle jambe baissière assez puissante qui pourrait nous amener à 70, 60 000. Et là, peut-être que stratégie, eux, ils ont bien prévu le coup en avance, ou pas. Mais beaucoup d'autres ont certainement, à mon avis, pas préparé en cas de baisse majeure. C'est ça. Donc là, je vous ai partagé vous allez sur CoinMarketCap, hein, si vous voulez avoir l'info. Vous allez sur Dashboard. Et vous allez sur Bitcoin Treasury. Donc là, vous avez les entreprises qui font de la gestion de trésorerie en Bitcoin. Et là, vous avez les entreprises et c'est pas bête, hein, d'aller voir en gros leur stratégie ou ce qu'ils font. On a les leaders qui sont Mara Holding, qui est une boîte qui fait du minage de Bitcoin, Minage, ouais. voilà, qui est là depuis plusieurs années. Vous pouvez même investir en actions. Donc oui, il y a investir en crypto, mais il y a aussi acheter aussi des parts dans des boîtes de crypto, minage, qui font de l'achat-revente. Vous pouvez avoir des dividendes s'ils font des bénéfices. Riot, c'est à peu près pareil que Marathon. Ouais, Dude Base. aussi. Voilà, donc vous avez ici là et vous pouvez voir leur stratégie. Il y a Tesla qui représente comme 3% de l'ensemble des bitcoins holdés. Et vraiment, ça, pour moi, les années qui vont à venir, hein, même pour moi, les 5 prochaines années, la gestion de trésorerie de bitcoin, à suivre, hein. Vraiment, vous pouvez être investisseur, vous pouvez suivre ce qu'ils font, ou faire aussi des stratégies, mais il y a en tout cas des choses à faire. Il y a BNB aussi, hein. On va voir, il y a combien d'entreprises BNB? J'en ai vu deux, moi, il y a quelques semaines. Est-ce qu'ils en ont un peu plus? Il y a XRP aussi qui a allez, entre 5 et 10 boîtes cotées dans les marchés financiers qui font un peu de gestion de trésorerie. On en a trois. Ouais, trois à BNB. Donc, on rentre dans une nouvelle ère. Voilà, 2026 arrive.
On a eu 5 années avant où on a eu beaucoup de narratifs, beaucoup de choses qui se placent. Et là, je trouve qu'on va arriver dans les 5 prochaines années. La gestion de trésorerie de crypto, les stablecoins, l'institutionnalisation des cryptos va être de plus en plus forte. Et de regarder, on va dire, ce que font ces entreprises, c'est une bonne stratégie, bonne idée pour différentes stratégies pour faire pas mal de choses. Karim, Oui. faut que tu regardes aussi un peu le temps pour l'enregistrement. Ouais, là, on est pas mal. On est pas mal. On a quoi? On a commencé, ouais, on est à 1 heure. Donc, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si on va regarder un peu les questions, oui, voilà, avant que. Attends, je vais regarder. Alors, augmentation de l'emploi en même temps. Baisse des taux ou pas? Bah, si on a une augmentation de l'emploi, ça ferait que ce serait positif pour le dollar. Donc, il n'y aura pas de raison que. Non, je vois pas une raison qu'il y ait une baisse des taux s'il y a une augmentation de l'emploi. Par contre, s'il y a une baisse, c'est ce qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois même. On a eu des grosses baisses de l'emploi. On était dans des 100 000 emplois, on a baissé. Là, il y a eu des baisses des taux parce que le marché de l'emploi était très, très inquiétant. Donc là, ils ont baissé. Et là, il y a une légère baisse. Donc, je vois pas. En fait, s'il y a des grosses, grosses baisses d'emploi, oui, on peut baisser les taux. Mais s'il y a une augmentation de l'emploi, non. Pour moi, il n'y a pas de raison de baisser les taux. En fait, les créations d'emplois, tout ça, ça commence à s'affaiblir et le taux de chômage à monter. Et la Fed, elle a besoin qu'il y ait un minimum de taux de chômage, en fait, si tu veux. Il faut pas que ça augmente trop. Sinon, là, elle va être obligée de baisser les taux pour réinjecter dans l'économie. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir un équilibre avec une baisse de l'inflation. Eux, ils sont focalisés sur deux choses, l'emploi et l'inflation. L'inflation, elle est en train d'être maîtrisée progressivement. C'est ce que veulent la Fed. Mais faut pas que le taux de chômage baisse trop, mais il faut pas qu'il monte trop non plus. Il faut garder en fait un juste équilibre au niveau de l'emploi, plus une baisse de l'inflation. Et là, ça donne le bon mix pour qu'il baisse les taux. Exactement, c'est ça. Ce qui Mais ils est, ont besoin quand même qu'il y ait un peu de chômage. Il faut pas non plus que le chômage baisse trop. c'est ça. La décision sur les droits de douane. Il y a du nouveau? Bah ça, pour l'instant, la Chine et les États-Unis sont plus ou moins mis d'accord. Il y a eu des accords avec d'autres pays. Euh, et il y avait, je crois que c'était les droits de douane au niveau de la Chine pendant 3 mois qui étaient gelés. Là, je crois qu'on arrive pas très loin de la fin, en fait. Et c'était le temps de faire les accords. Et ils ont réussi à trouver quand même plusieurs accords. Donc, normalement, les droits de douane, à moins qu'on ait un nouveau chapitre, c'est plus vraiment ça qui intéresse ceux qui font le sentiment de marché. Oui, je suis d'accord un peu ce que tu dis. Ces derniers mois, allez, je vais dire de avril avec même, on n'oubliera jamais avec le tableau là, de Trump là, qui te sort. Ouais. Tous les pays, tel pays, je vais te taxer à 100%, tel pays 50. Là, oui, les droits de douane, les notions d'import-export étaient très, très importants au niveau data et ça a beaucoup impacté Non, les mais attends, prix. en fait, il parle par rapport à la légitimité des droits de douane qu'a mis euh, Oui, ça, les Trump. droits de douane. il y a- Moi, je pense qu'ils vont pas, ils peuvent pas se permettre d'invalider les droits de douane de Trump parce que ça demanderait trop d'argent à rembourser qui a déjà été dépensé, qui a déjà été fourni aux contribuables américains dans les remboursements d'impôts euh, envers les autres pays, puisque les pays ont payé des droits de douane. Si les droits de douane qu'a mis Trump sont invalidés, les États-Unis vont se mettre dans la merde grave, puisqu'ils vont devoir rembourser. Donc, je pense que même ça, je pense pas qu'ils vont statuer sur le fait que ça soit illégitime. Il est malin, Trump. Il est malin, Trump. Il a très bien fait son truc. Ah oui, Si c'est légitime, bah, je te dis, ça met les États-Unis, l'économie américaine dans la merde. Donc,
Sur le Bitcoin, comment ça pourrait avoir un impact? Bah déjà, la nouvelle serait mal prise. Donc, il pourrait y avoir une baisse temporaire du BTC parce que les gens se dérisquent dans ces cas-là. Mais est-ce que ça changerait grand-chose au contexte pour le BTC? Pas forcément. Lui, il a déjà entamé une bonne baisse. Et là, il est dans une phase de stabilisation. Donc, s'il casse pas les 80 000, c'est toujours la même chose, en fait. S'il les casse pas, on peut revenir plus bas pour retester comment dirais-je, les stops des gens, aller chercher de la liquidité. On en profite de cette annonce pour ça. Mais tant que ça casse pas les 80 000, ou en tout cas pas les 84, logiquement, ça devrait pas changer grand-chose au niveau du sentiment général pour le BTC. Ça devrait juste suivre son cours. Peut-être une baisse temporaire rapide, mais pas forcément significative. Ça peut même être juste une mèche. Oui, c'est ça, effectivement, ça peut être. D'ailleurs, bah, ceux qui sont intéressés, je vous recommande, j'ai fait une vidéo YouTube spéciale sur les taux d'intérêt avec l'impact sur le Bitcoin. Je vais vous montrer c'est laquelle. Voilà, c'est celle-là. Voilà. J'ai fait le live spécial, décision de la Fed et l'analyse des marchés. Là, je l'ai faite je me rappelle très bien, je l'ai faite c'était la décision de la Fed sur les taux, c'était à 20 heures. Donc, n'hésitez pas à regarder ce live. Comme ça, vous saurez à peu près à 20 heures la décision de la Fed, comment les taux d'intérêt bougent, comment le Bitcoin, j'ai regardé le Bitcoin, j'ai regardé l'or. Il y a aussi le bootcamp des Avengers que j'ai fait en octobre aussi avec pas mal de choses. On a le bootcamp aussi des Avengers, ça fait bientôt un an que je l'ai fait en mars. Ici, là, vous avez une vidéo, une blockchain, une Avengers, une analyse technique. Donc, n'hésitez pas, merci à liker, commenter, liker ces vidéos. Vous avez le 100% gratuit, accès à tous. Et avant qu'on se quitte et qu'on coupe le live, et ensuite on va passer aux questions pour ceux qui sont plus présents, la semaine prochaine, voilà, j'en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on y est, c'est Crypto XR, le plus gros événement français européen à Auxerre de la crypto, du Web3, de l'intelligence artificielle. Donc, il faut y aller, il faut être présent. Pour les personnes qui sont en live, si vous voulez bah, venir, dites-moi en privé. Voilà, dites-moi en privé, je peux vous trouver une place. Pour dernière minute, j'ai un partenaire qui peut vous offrir une place gratuitement. Donc, envoyez-moi un message au plus vite. C'est des places limitées. C'est cool. Il y a des soirées, événements. Il y a des experts comptables, avocats, plateformes de crypto. Il y a des boîtes de mining. Il y a de tout. Regardez, des partenaires, Bitcoin, Kraken, Bitpanda. Il y a des voitures personnalisées crypto, c'est à Auxerre, il y a de tout vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous avez la chance, si vous pouvez, venez et on va passer un super moment et ça va très très bien se passer. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, des réponses en privé et on se retrouve à Auxerre ou dans différents événements. Et là, je coupe l'enregistrement. Merci à vous, bonne soirée.